Les Illuminati ont réellement existé au XVIIIe siècle en Europe. C'était une organisation proche des francs-maçons, peut-être encore plus secrète, et nombreux sont ceux qui pensent qu'elle a joué un grand rôle lors de la Révolution française. La théorie de la conspiration veut nous faire croire que l'organisation a survécu jusqu'à aujourd'hui et remonte bien au-delà du XVIIIe siècle à des milliers d'années. La conspiration mondiale des Illuminati qui cherche à prendre le contrôle mondial par l'économie. Oui, pour bien comprendre le complot dans son caractère universel et mondial, il faut bien comprendre qu'il y a une structure interne qui regroupe, par exemple, pour l'Amérique du Nord et les régions qui sont atteintes par la Commission trilatérale, tout repose sur le CFR. Et il faut bien distinguer ici une chose, il ne s'agit pas du Foreign Relations Committee, qui relève du président des États-Unis, mais il s'agit du Council on Foreign Relations, qui est complètement indépendant et qui est complètement occulte, d'une base économique très solide pour ce qui est de l'Empire Rockefeller, la Chase Manhattan Bank, la First National City Bank de New York, l'International Basic Economic Corporation, la Chemical Bank, Bank of America et Citicorp. Un point que le public ne sait pas en général, c'est que quand on parle de la Banque d'Amérique ou de la Banque du Canada ou de la Banque de France ou de la Banque de Belgique, ces banques-là sont des propriétés privées. Elles ne sont pas sous la coupe du gouvernement et sous l'autorité du président ou du roi de ce pays-là. On croit, par exemple, que la Banque du Canada relève du gouvernement canadien. Il n'en est rien. Elle appartient à l'Association des banquiers du Canada. Les banques Chase Manhattan, First National City Bank, Chemical Bank, Bank of America sont la propriété de l'Empire Rockefeller. Le CFR vient coordonner les activités des Illuminati dans les trois Amériques et dans les régions affectées par le rayonnement de ces banques, et d'autre part a servi pour exercer son pouvoir sur les taux d'intérêt et sur la masse monétaire par le Federal Reserve Bank. Là encore, le Federal Reserve Bank n'est pas sous la juridiction du président des États-Unis. La Federal Reserve Bank est sous la responsabilité et la gérance du CFR. C'est donc dire que ce sont les banquiers qui établissent les lois qui gouvernent les banques aux États-Unis. Et finalement, ils sont tellement puissants qu'ils peuvent eux-mêmes nommer les présidents grâce aux campagnes électorales qu'ils subventionnent. Lorsqu'il s'est agi de pouvoir établir un contrôle international, on a fondé l'International Monetary Fund. Alors tout ceci, ce sont des institutions américaines. Soudainement, ici, c'est une institution internationale. Oui, mais sous l'égide des Illuminati. Et ensuite, on a créé une banque des ententes internationales pour permettre des prêts entre nations. Et finalement, pour coiffer le tout, le World Bank, qui au moment de cette étude était sous McNamara. Richard Holbrooke, l'ambassadeur de Bill Clinton, était membre du groupe Bilderberg, de la commission trilatérale et du CFR. Il était rattaché au ministre des Affaires étrangères Warren Christopher, CFR trilatéral. Et le ministre de la Défense était rattaché à William Perry, groupe Bilderberg. Et tous étaient rattachés au président Bill Clinton, groupe Bilderberg, trilatéral, CFR. Pourquoi les médias ne nous l'ont-ils jamais dit? Pourquoi le Daily Telegraph n'en a-t-il jamais parlé? Parce qu'il est dirigé par Conrad Black, membre du groupe Bilderberg. Et pourquoi le Washington Post n'a-t-il pas révélé que tous ces gens étaient liés par les mêmes organisations? Parce qu'il est dirigé, du moins officiellement, par Catherine Graham, groupe Bilderberg, trilatéral, CFR. Et les trois grandes chaînes américaines ABC, CBS et NBC sont dirigées par des membres de ces trois organisations. Une sorte de gouvernement occulte derrière le gouvernement. Or, vous avez ce schéma qui se répète
pour le rôle des Illuminati en France et dans les pays francophones. Et à ce moment-là, ça prend un autre nom, ça s'appelle la synarchie. Mais la synarchie n'est que l'expression concrète du rôle des Illuminati en France, qui s'appuie sur l'empire monétaire des Rothschild et qui trouve ses champs d'exercice par les ressources de Lazare Frères, Paribas, Banque nationale de Paris, Banque du Luxembourg, Banque suisse, Banque ottomane, Banque de Belgique. Est-ce que les gens qui demeurent en Europe connaissent le terme synarchie? Oui, c'est un terme qui revient assez souvent parce que la synarchie est, je dirais, très étroitement reliée au Grand Orient de France et on connaît aussi l'influence énorme des Rothschild parce qu'ils ont une action prépondérante dans tout le domaine de l'industrie de base et dans tout le domaine financier, tant sur le plan bancaire que sur le plan des trusts et des prêts. Ce ne sont pas des projets à venir. Toutes ces institutions-là existent et le sont par et à travers la puissance de la synarchie. Alors la synarchie est l'équivalent pour l'ensemble de l'Europe et de la France et les pays francophones où ces organismes existent, comme par exemple le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, et finalement a son expression internationale par le truchement de la Banque de France, du Fonds international de la monnaie, Banque des règlements internationaux. Alors, si on passe maintenant au troisième groupe, qui concerne l'action des Illuminati dans le Commonwealth, il faut parler à ce moment-là de Round Table. Et c'est ça qui porte à confusion quand on fait cette étude-là, parce que ça ne porte pas le même nom partout, mais ça couvre la même réalité. C'est encore un Rothschild qui est le maître d'œuvre par le truchement de la Banque d'Angleterre, mais c'est toujours la puissance du Rothschild d'origine anglaise, oui, qui est devenu l'équivalent du baron Rothschild en France, et alors qui a le contrôle de Lloyds Bank, Bank of Australia et Bank of Canada, puis South America. Vous dites que les Rothschild ont un certain contrôle sur la Banque du Canada? Pas seulement un certain, ils ont la propriété d'eux. Et c'est ça qui est inquiétant parce que, on pourra le voir dans les explications qui viendront, que finalement, ce sont eux qui établissent de façon pratiquement unilatérale et les taux d'intérêt et la fluctuation des prêts et des capacités d'emprunt et qui peuvent paralyser un pays ou monter un pays selon les décisions unanimes des 13 grands chefs du Coven. Alors, ce sont eux qui décident des transferts de fonds de pays à pays. Comme vous avez actuellement, vous avez 37 pays en situation de banqueroute. Par l'International Monetary Fund, on est venu à bout de pouvoir répartir la dette sur une plus longue période, mais à condition qu'on nomme tel ministre de la Finance ou tel sous-ministre de la Défense et tel Illuminati qui viendra agir à ce niveau-là pour pouvoir exercer l'emprise de ce pays afin que ce pays consente ultimement à faire partie du gouvernement mondial. Ensuite, par l'intermédiaire du Bank of International Settlement, eh bien là, à ce moment-là, on fait des transferts massifs. Ici, il s'agit habituellement des montants de l'ordre de plusieurs milliards. Dans Quigley, dans Carroll Quigley, ici, là, on dit clairement, et on le démontre, preuve à l'appui, qu'il n'y a pas un seul gouverneur général du Canada depuis Lord Grey qui n'était pas un Illuminati. Tous ont été des Illuminati, sauf le général Vanier. Alors, ce sont quand même des choses étonnantes à découvrir. Et le Round Table a autorité et puissance non seulement en Angleterre, mais dans l'ensemble de ce qui était autrefois l'Empire britannique et qui est devenu aujourd'hui le Commonwealth. Et ça, c'est entièrement conçu, désigné et mis en œuvre par les Illuminati mondiaux. Allons maintenant au dernier tableau qui nous fait comprendre ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Autriche,
en Tchécoslovaquie, en Suède, alors vous avez les Illuminati, ça porte proprement le nom des Illuminati, et sous la tutelle des Warburg, des Krupp et des Tyson, eh bien vous avez la Banque de Suède, la Banque de Tchécoslovaquie, la Banque de Munich, la Banque de Francfort, la Diskontogesellschaft, Banque d'Autriche, Banque de Hongrie, Banque d'Italie. Alors ceci nous permet de voir que la pyramide dont j'ai parlé jusqu'ici nous donne seulement qu'un aperçu de la structure des Illuminati. Ici, c'est la structure qui est propre au milieu que l'on connaît, l'Amérique du Nord et les pays qui sont rattachés à l'action du CFR par la Commission trilatérale. Et quand je dis Rothschild, vous savez, faut comprendre une chose. Il ne s'agit pas seulement de la famille du baron de Rothschild. Ça, c'est une branche des Rothschild qui contrôle toute l'économie française. Mais vous avez une autre branche Rothschild, celle de Lord Rothschild, qui contrôle la Banque d'Angleterre. Ils étaient 5 frères, n'est-ce pas? Oui. Alors, et leur véritable nom était Amschel. Et ils ont reçu le nom et le titre de Rothschild par le fait qu'ils étaient des prêteurs. Et que le mot Roth veut dire rouge et Shield, écu. L'écu rouge était le symbole des prêteurs. Et comme ils avaient prêté notamment au prince de Savoie, comme ils avaient prêté au roi de France, comme ils avaient prêté au roi d'Italie, eh bien à ce moment-là, les redevances étaient, comme ils ne pouvaient pas remplir leurs obligations, de leur confier des baronnies et des lordships. Et c'est ainsi que les Rothschild ont contrôlé un grand secteur, notamment en Europe, c'est-à-dire la France, la Suisse et l'Angleterre. Et par l'Angleterre, le contrôle du Commonwealth. Mais en Amérique, ça a été principalement la famille Rockefeller. Et beaucoup de gens ne savent pas que les Rockefeller ne sont pas juifs. Les Rockefeller sont français. C'est de Roquefeuille. Et les Rockefeller ont construit leur fortune aux États-Unis et pour réussir en Amérique, ont pris le nom de Rockefeller. Mais originalement, c'était des Huguenots français qui ont quitté la France à cause de la persécution, qui finalement se sont établis sous le nom de Rockefeller et ont créé l'empire que nous connaissons. Et la pyramide que j'ai ici présentement illustre l'empire Rockefeller qui contrôle non seulement l'Amérique du Nord, mais qui contrôle aussi tous les intérêts affiliés des multinationales sur le plan économique. Maintenant, d'autre part, en dessous des 13 qu'il y a ici, là, les 13, parce que pour faire un coven, il faut 13 prêtres, vous avez les 33 grands initiés. Ça, ce sont les 33 chefs du 33e degré qui nécessairement appartiennent aux 8 familles qui, eux, contrôlent les 500 Bilderbergers. Force de la liberté était en pleine léthargie. Les Nations Unies leur offrent une nouvelle vie. Ces institutions jouent un rôle crucial dans notre quête d'un nouvel ordre mondial. Un ordre dans lequel aucune nation n'abandonnera une once de sa souveraineté. Un ordre qui sera caractérisé par la loi plutôt que par la force. Je crois que c'est l'un des Rothschild qui a dit un jour « Celui qui contrôle la monnaie d'une nation contrôle la nation. » Parce que lorsque vous contrôlez la planche à billets, lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. L'argent est roi. Les théories du nouvel ordre mondial sont ce que j'appelle des théories unifiées parce qu'elles essaient de rassembler tous les événements possibles et imaginables sous une seule et même théorie de la conspiration. Et généralement, derrière cette conspiration, il y a une société secrète qui a toujours plus ou moins trait aux Illuminati. Alors comment devient-on membre du groupe Bilderberg, la plus prestigieuse des organisations secrètes? On essaie de choisir des hommes d'influence. C'est le but. On permet aux futurs dirigeants politiques de s'instruire sur le monde et de rencontrer des personnes qu'ils n'auraient pas l'occasion de rencontrer normalement. Depuis le premier congrès du groupe Bilderberg en 1954, le but de ces réunions n'a jamais été divulgué. Les délégués se rencontrent pour 3 jours de débats secrets dont rien ne transparaît jamais.
En 1998, la conférence a lieu en Écosse. Un journaliste audacieux tente de s'y introduire. Je savais vaguement qu'il s'agissait d'hommes et de femmes de pouvoir qui se réunissaient chaque année. Partout aux alentours, il y avait des policiers en uniforme ou en tenue de combat qui bouclaient les lieux. L'endroit était placé sous haute surveillance. J'ai eu la forte impression qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous. Ces personnes se réunissent pour discuter et prendre des décisions. On se demande de quoi ils parlent et pourquoi, et dans quelle mesure les décisions qu'ils prennent influent sur le monde. La 24e rencontre des Bilderbergers. En juin 83, n'est-ce pas? En juin 83. Et cette rencontre de Montebello était capitale et devait se faire avant la rencontre de Williamsburg parce qu'on décidait de mettre en marche le nouveau système monétaire pour le monde pour 1986. Il fallait donc que les 500 Bilderbergers établissent leur décret avant que les ministres des Finances puissent prendre leurs décisions pour orienter l'économie vers l'intégration du Cashless Society pour 86. Et ça se passait à 2 pas d'ici, à Montebello. Vous savez pourquoi Montebello? Pourquoi? C'est parce que Montebello est le lieu où a été enterré Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau était un franc-maçon, illuminatiste, et c'est sur la tombe de Louis-Joseph Papineau que se font des initiations, soit tous les ans, soit tous les 2 ans. Et vous avez remarqué que depuis quelque temps, les sommets économiques ont lieu à Montebello. Il y en a eu un sommet économique il y a 2 ans, et il y a eu cette année encore la rencontre des Bilderbergers, parce qu'après, il y a l'initiation des grandes initiatives, des grands Illuminati, qui remplacent ceux qui sont décédés ou qui ont été limogés dans le cours de leur exercice. Mon père Jean-Paul, pour pouvoir avoir accès au haut niveau des Illuminati, il faut d'abord que tu aies accès aux Bilderbergers. Il y a 1600 Bilderbergers dans le monde. Qui sont les Bilderbergers? D'abord, le nom de Bilderberger vient du fait que la première rencontre en 1954 s'est faite à l'hôtel Bilderberg en Hollande. Et que le président permanent des Bilderbergers est le prince Bernard. Bon, le prince Bernard qui contrôle une partie importante de l'économie européenne, et ensuite la reine Juliana dont les intérêts dans le Dutch Shell Oil Industries et sa propriété personnelle, finalement regroupe sous l'égide du prince Bernard des personnes aussi reconnues, n'est-ce pas, que les Onassis, les Kennedy, pour les Canadiens ici Cyrus Eaton, vous avez d'autre part John Foster Dulles, les Rothschild, le président Giscard d'Estaing qui était d'ailleurs membre éminent de la loge française, et vous avez Margaret Thatcher, évidemment, qui est à la tête des Round Tables. Vous avez également Henry Kissinger, Robert McNamara, les Warburg, qui contrôlent toute la partie de l'économie concernant l'Autriche, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, ainsi que l'économie de l'Allemagne. Alors, c'est tout cela qui est interrelié et qui prennent des décisions occultes. Remarquez bien que ces décisions-là ne sont jamais rendues publiques. Mais la seule chose qu'on apprend après un certain temps, c'est qu'il y a une décision prise par le ministère des Finances, par le ministère du Commerce, par le ministère de l'Industrie, par le ministère de la Défense, par le secrétariat d'État. On se dit, mais ça n'a pas de sens. D'où ça vient, cela? La source par laquelle les Illuminati s'insèrent dans les gouvernements nationaux, c'est quand un pays, dans une situation économique, emprunte des sommes colossales, dont ils ne peuvent pas payer les intérêts, encore moins le capital, et qu'alors, au lieu de mettre un pays en déficit, eh bien, on le met en situation de négocier tel ou tel pouvoir. Et une fois que tu as négocié le pouvoir des 5 principaux ministères, tu as le contrôle du pays. Mais la même chose est vraie sur les autres plans, sur le plan politico-militaire,
sur le plan religieux et sur le plan socio-culturel. Est-ce là le but ultime des Illuminati? Cherche-t-il à contrôler l'économie mondiale pour contrôler le monde? Des centaines d'antimondialistes essaient d'empêcher la Banque mondiale et le Fonds monétaire international de se réunir. À chaque coin de rue, les manifestants ont formé des chaînes humaines pour tenter d'empêcher les réunions d'avoir lieu. Quand le Fonds monétaire international prête de l'argent aux pays en voie de développement, il exige des garanties. Nous avons des forêts tropicales, bien, donnez-les-nous. Nous avons des minerais, bien, donnez-les-nous. Ils coupent les arbres en échange des aides financières. Les populations s'appauvrissent en remboursant les intérêts et quand ils ne peuvent plus payer, on demande aux contribuables américains de mettre la main au porte-monnaie. Pour financer qui? Les mondialistes? Les Hitler en puissance? L'élite? Les Illuminati? C'est de la folie. Jusqu'à récemment, on nous brandissait les Nations Unies sous le nez et pendant ce temps-là, tranquillement, l'Organisation mondiale du commerce fixait les règles du commerce international, tandis que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dessinaient l'économie mondiale et dictaient leurs exigences aux pays en voie de développement. Tout cela au seul profit des grandes multinationales. On s'est dit alors qu'il y a eu beaucoup de battages autour des Nations Unies pour créer une diversion. Quand j'ai réussi à identifier comment le monde était gouverné aujourd'hui et par quelles organisations, il m'est apparu clairement qu'un tel réseau n'avait pas pu se mettre en place en 5 ans, ni en 50 ans. Ça remontait forcément beaucoup plus loin que ça. Quand on établit l'affiliation des personnes au pouvoir dans le monde aujourd'hui, comme le président des États-Unis, et il s'agit là de généalogie pure, sans rapport avec la conspiration, on voit les mêmes lignées réapparaître encore et encore. Quand on connaît l'obsession des Illuminati pour l'affiliation, toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Quand on rassemble toutes ces informations, on voit qu'une seule et même filiation détient le pouvoir depuis l'aube des temps. J'ai identifié avec différents généalogistes une lignée qui commence dans l'ancienne Égypte et remonte jusqu'à George W. Bush et Al Gore. On y trouve les grands noms qui ont fait l'histoire au cours des 5000 dernières années. C'est incroyable. C'est l'un des faits les mieux documentés de la littérature de la conspiration. Le nombre de présidents américains qui ont été membres du Council on Foreign Relations est absolument renversant. Le président Bill Clinton était membre du CFR, ainsi que son prédécesseur George Bush, ainsi que son prédécesseur Ronald Reagan, ainsi que son prédécesseur Jimmy Carter, etc. Le CFR a formé presque tous les présidents américains. Pour établir un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale, un seul système économique mondial sous l'égide de Lucifer. Alors, sur le plan économique, par exemple, vous avez le contrôle des principales et plus grandes banques. Or, ceci est la propriété personnelle des Rockefeller. Et c'est David Rockefeller qui est responsable de tout ce secteur économique. Par le truchement des banques, vous avez les ramifications internationales, comme par exemple, vous avez les Edward Mandell House, Senator Nelson Aldrich, les banquiers John Rockefeller III, James Burke. Maintenant, ils ont, en plus des banques, le contrôle des principaux trusts, notamment les grandes voies aériennes, comme par exemple Pan American Airlines, Northwest Airlines, Long Island Lighting, tout ce qui concerne l'électricité, et ensuite, évidemment, tout le pétrole. Et le livre The Rockefeller File détaille d'une façon très précise toutes ces ramifications dans le domaine des trusts, des compagnies pétrolières, des directorats et des interdirectorats. Parallèlement au plan économique, vous avez le plan politico-militaire. Le plan politico-militaire est sous la responsabilité de Nelson Rockefeller. Et ce n'est pas par hasard qu'il s'est présenté à la vice-présidence des États-Unis.
Ce n'est pas par hasard qu'il a toujours été près de chacun des présidents américains, car n'oubliez pas qu'une des conditions pour être président américain, c'est d'être du 33e degré de franc-maçonnerie. C'est une condition sine qua non. Le président Ford, Carter, Nixon, Kennedy, le président actuel... sont tous des 33e degrés de la franc-maçonnerie. Tous. Sans exception. Sans exception. Et ça, c'est vraiment, ça a été une très grande surprise pour moi concernant Kennedy. Car je pensais que Kennedy faisait exception, mais la réalité est tout autre. Et on s'en rend compte quand on lit les filières des responsables qui se sont agrégés au CFR en cours de route. Et c'est par le CFR que les Kennedy sont arrivés aussi au poste aux États-Unis. Vous avez en plus les organismes militaires comme le Pentagone, la Commission trilatérale, le CIA, l'OTAN, la NASA, l'ONU, l'UNESCO. Ce sont tous des organismes affiliés et dirigés par les Rockefeller. C'est tellement vrai que l'emplacement où se trouve l'ONU a été donné précisément par la famille Rockefeller pour que les Rockefeller ne soient pas plus loin que 10 minutes du gouvernement mondial. Et ils ont en plus fourni plus de 40 millions de dollars pour l'édifice actuel. Et comme eux-mêmes ne sont pas présents à tous les organismes, ils offrent des montants appréciables par le truchement de leur fondation aux divers organismes internationaux, comme par exemple l'UNESCO, la FAO et tous ces organismes-là. Et vous avez ensuite les filiales concernant notamment les compagnies qui fournissent aux institutions militaires les éléments, comme par exemple la construction des autos, les ressources pétrolières, etc., pour permettre au complexe économico-militaire de se développer dans la ligne politique voulue par les Illuminati. Vous avez d'autre part les partis politiques. Vous avez les deux grands partis, les démocrates et les républicains, sont chapeautés par des personnes qui ont été sélectionnées à même le CFR pour être sûr qu'il y ait toujours dans les deux partis des représentants des Illuminati, quelle que soit la personne qui occupe le pouvoir. Et c'est eux qui les amènent. Même dans les milieux américains, c'est reconnu. On les appelle pas républicains et démocrates, on les appelle les Rockapubs et Rockadems. Tellement c'est connu qu'ils ont le contrôle des deux partis par le financement et par les campagnes électorales qui les conduisent en haut. Et voilà deux domaines. On vient de voir le domaine économique, on vient de voir le domaine politico-militaire. Sur le plan socio-culturel maintenant. Sur le plan socio-culturel, ils ont le contrôle, disons, presque absolu, pour ne pas dire absolu, des mass médias. Comme par exemple les grandes chaînes ABC, NBC, CBS et PBS sont sous le contrôle direct des Illuminati. Grâce à ce contrôle, ils ont aussi les grands studios de production musicale et c'est la relation que je faisais en parlant du rock'n'roll par l'entremise de l'agence Wicca. Et ce sont... Expliquez-nous ça, les gens ne sont pas au courant de ça, par exemple. Bien, c'est parce que, voyez-vous, ayant le contrôle des principaux studios de production sur le plan des médias de communication, comme par exemple Reuters Information, API, American Press International, vous avez UPI, United Press International. Tous ces organismes sont la propriété des Rockefeller et véhiculent la pensée mondialiste et universaliste des Rockefeller, de sorte que les nouvelles qu'on reçoit sont déjà biaisées en faveur de ce plan d'ensemble. Maintenant, ces gens-là sont ni fous ni imbéciles. Alors, ils savent travailler à long terme pour préparer le terrain et amener les gens petit à petit à pouvoir recevoir de façon, eux autres ils disent, by conquest or consent, recevoir par voie de conquête ou par voie de consentement les enseignements des Illuminatistes.
Et ensuite, dans le domaine des fondations, ça c'est encore une façon dont ils se servent pour contrôler des secteurs importants, de la recherche médicale par exemple, de la recherche des arts, le théâtre. Les fondations, notamment les 4 fondations Rockefeller, les 5 fondations Carnegie, le Ford Foundation, Casey Foundation, Guggenheim Foundation, sont toutes sous le contrôle des Illuminati et qui sont régies par John D. Rockefeller III, le petit-fils de John Rockefeller. Mais vous dites que ces fondations-là ont comme but la domination des États-Unis. Oui. Dans quel sens? Pas seulement des États-Unis, de tous ceux qui relèvent de l'influence des arts américains. Donc le cinéma, le théâtre, la littérature, et ils ont avancé des milliards en dollars pour promouvoir, comme par exemple dans le cas de la musique rock, eh bien c'est des millions de dollars, des milliards de dollars dont il est question. Mais c'est la même chose dans le domaine de la fondation sur la recherche médicale, où la pensée de cette recherche médicale est fondée sur une notion matérialiste de l'homme, sur la notion d'efficacité de l'homme. Donc, on a favorisé la recherche sur les moyens de contrôle des naissances. On a favorisé les moyens aussi de pouvoir évaluer le rendement efficace de l'homme pour pouvoir retirer par voie d'eugénisme ou par voie d'euthanasie ceux qui ne sont pas conformes à l'objectif visé. Mais ce sont les fondations, et la raison pour laquelle ces fondations-là ont été établies, c'est pour se soustraire à la loi de l'impôt. Le revenu quotidien de l'Empire Rockefeller est de 3,4 milliards par jour. Et ces gens-là ne payent pas un sou de taxes. 3,4 milliards par jour. Oui, parce qu'ils ont un contrôle à peu près complet de tous les domaines financiers, économiques, politiques et militaires. Ils ont finalement des fonds illimités pour arriver à leur fin. Bien, c'est ça. Alors, pour pouvoir éviter la taxation, ils ont le nombre de fondations voulues et ils peuvent, par la voie des fondations, nommer des directeurs dans différents établissements pour contrôler notamment l'éducation. Et vous avez ici, sur le plan éducation, la Commission générale de l'éducation qui existe aux États-Unis, qui n'est pas sous le contrôle de l'État. The National Education Association ne relève pas du ministère de l'Éducation, du comité du gouvernement américain. Il s'agit d'un organisme complètement coupé, qui est sous la régie des Illuminati, ce que vous explique pourquoi, dans l'enseignement de l'histoire, dans les manuels, dans les films éducatifs, eh bien, ils laissent passer, goutte à goutte, leur enseignement, et petit à petit, font le brainwashing nécessaire pour préparer, conditionner les gens à être, non pas citoyens américains, mais citoyens du monde. Car l'affiliation de ces gens-là n'est pas une affiliation nationale, c'est une affiliation supranationale en vue d'un gouvernement mondial où, finalement, l'autonomie et la souveraineté nationale est même remise d'avance à ce futur gouvernement mondial sous l'égide de Lucifer. Bien, naturellement, dans la pensée luciférienne, l'homme est son propre Dieu. Et dans la, si on peut appeler ça une théologie, la théosophie, et aussi dans ce que je disais, cette pensée gnostique manichéenne, ils ont perverti le sens de Dieu. Le vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est considéré comme le Dieu du mal. Et l'autre Dieu, le vrai Dieu qu'il faut servir, c'est Lucifer. C'est lui qui est le Dieu de puissance. C'est lui qui est le Dieu de la beauté, le Dieu de l'argent, le Dieu de la force, le Dieu de la victoire. Alors c'est une perversion systématique, mais tout cela est fait très doucement, en mettant l'accent sur l'homme. L'homme n'a développé que 10% de son potentiel, mais l'homme en réalité est un Dieu. Dieu universel n'est que la somme totale des énergies cosmiques. Et tous les enseignements, et c'est notable que dans les fondations, sur le plan socioculturel et le plan religieux, on favorise par exemple la fondation Casey. Et on favorise aussi le mind control
comme par exemple le Dr Murphy, la méthode da Silva, les grands maîtres. Tout cela est publié, produit et encouragé et financé par le CFR américain. Maintenant, sur le plan religieux, il y a plus que cela. Non seulement ils ont établi le culte satanique de façon légale, car il y a 7 églises sataniques aux États-Unis qui ont une reconnaissance légale par charte, sans but lucratif. 7 églises sataniques. Et vous les avez ici, notamment, vous avez l'église de Wicca, the Wicca Church of America, l'église de tous les mondes, le vestibule de l'art d'Aquarius, j'aimerais qu'on revienne là-dessus tout à l'heure, si tu veux bien, la fraternité satanique de l'Amérique, ça c'est l'église à laquelle appartenait Charles Manson, et ensuite vous avez l'église de Scientologie, l'unité, les Écancars, l'église en marche vers le jugement, et ce qui est connu aussi de façon mondiale, c'est les Rose-Croix. Les Rose-Croix constituent la branche religieuse de la franc-maçonnerie, et à l'intérieur des Illuminati, les Rose-Croix constituent l'église des 13 prêtres druides. En plus de cela, il y a l'infiltration des séminaires chrétiens. Et ce qui est le plus remarquable, j'aimerais attirer votre attention sur le Union Theological Seminary of New York. Parce que beaucoup de docteurs en théologie actuels reçoivent leur doctorat de cette institution, qui a été fondée précisément pour promouvoir le libéralisme théologique et pour promouvoir ces thèses qui viennent détruire la notion de Dieu Trinité et qui conduisent à Unity Church, Universal Church, de sorte qu'on en arrive par le plus bas dénominateur commun à avoir une seule Église mondiale, mais dont le God n'est pas Dieu Père, Fils et Esprit Saint, mais dont le God n'est autre que Lucifer. Nous avons enfin une bonne visibilité de la situation. Nous disposons d'une courte fenêtre de tir pour mettre du sable dans l'engrenage. Il faut que l'humanité prenne conscience de ce qui se trame, ce qu'elle n'a pas eu la capacité ou le désir de faire jusqu'à maintenant. Car si nous ne réagissons pas très vite, alors le nouvel ordre mondial deviendra une réalité.